Madame Scalabrini, dites-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je vous écoute. Ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, c'est que je rencontre 2 enseignants passionnés et extraordinaires. Fait que c'est toujours agréable. J'ai toujours dit que j'étais une fille de terrain, que j'aime ça, parler avec des enseignants, échanger avec les enseignants, parce que quand on me demande de prendre la parole, quand on me demande de faire des représentations, c'est de parler au nom des enseignants. Fait que quoi de mieux qu'une rencontre avec des enseignants pour parler d'enseignement? Vous n'avez pas besoin beaucoup de présentations avec le monde de l'éducation, mais pour monsieur, madame, tout le monde, qui êtes-vous, madame Scalabrini? Josée Scalabrini, une enseignante de formation qui a enseigné de nombreuses années à Mont-Laurier, qui était très, très loin de son lieu d'origine parce que je suis une fille de l'Estrie. Mais quand je suis sortie de l'école en 89, de l'université, il y avait très peu de postes. Hein? Et là où on m'a offert un poste, c'était à Mont-Laurier. Et mon père avait dit, un travail, ça ne se refuse pas. Fait qu'un travail, on ne l'a pas refusé. Je suis partie 2 ans pour aller faire ma probation parce que je suis de l'ancien bac où on faisait une probation avant d'avoir son brevet. J'ai dit, je vais aller faire ma probation là-bas 2 ans. J'ai été là-bas 23 ans. Hey, donc, 23! Oui, 23 ans dans les Hautes-Laurentides, un parcours extraordinaire. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les Hautes-Laurentides. J'ai beaucoup aimé y enseigner. Comme j'étais un professeur qu'on appelle de champ 14, donc de morale et d'enseignement religieux à l'époque, quand tu enseignes au secondaire, j'enseignais à tous les élèves de secondaire 2. Donc, sur une période de 11 ans, j'ai connu tous les adolescents de Mont-Laurier. C'est une belle expérience. C'est quelque chose d'agréable dans notre vie. Avec raison. Puis, on discutait justement de Victoriaville jusqu'à Québec, ma conjointe et moi qui étaient à ma gauche. Puis, on parlait, on était donc impressionnés du parcours que vous avez fait à l'âge de 46 ans, c'est ça, hein? 46 ans qu'il y a eu vous avez décidé de 47 ans? Vous avez pris c'est-vous vice-présidente de la FSE? J'ai été 8 ans présidente de mon syndicat local. Oui. 5 ans vice-présidente ici à la Fédération dans les dossiers pédagogiques. Fait que quand je voyais ce matin votre petit dire on va parler pédagogie, pendant 5 ans, j'étais la responsable de la FSE au niveau vie professionnelle et pédagogique et j'en suis à ma 10e année comme présidente de la FSE. Comment c'est être présidente de la FSE? C'est une belle, mais grosse organisation. Vous savez, quand on représente près de 90 000 membres, quand on considère que les personnes non légalement qualifiées sont aussi des enseignants que l'on représente dans le système, c'est tout le réseau scolaire, là. C'est autant les gens du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation générale des adultes, de la FP, là. C'est énormément de gens. Donc, c'est une très grande responsabilité. Comment s'assurer qu'on parle toujours au nom des enseignants, de toute leur réalité? Je pense que ça vous dit quelque chose. Si j'ajoute, tu sais, les spécialistes, ils ne veulent pas être oubliés, là, quand tu parles des titulaires, quand tu parles du secondaire. Il y a des spécialistes aussi au primaire qui ont des tâches qui sont quelque chose. Donc, ces gens-là ne veulent pas être oubliés quand tu les représentes. Donc, oui, c'est une lourde charge, mais travailler avec les gens avec qui je travaille à la FSE, parce qu'on l'a dit, c'est une grosse organisation, là. Tu sais, tu as une quinzaine, une vingtaine de conseillers, souvent des enseignants qui sont devenus conseillers ou des procureurs qui sont avec nous ou des gens de relations industrielles, mais tu as aussi tout le personnel de services de bureau, tu as des gens en communication. Donc, c'est une grosse organisation, mais des gens tellement formidables. J'ai toujours dit, si je suis rendue là où je suis, si la FSE a la crédibilité qu'elle a et qu'on a pu prendre notre envol pour parler aussi de la vie pédagogique, parce que la FSE, ce n'est pas que relations de travail. C'est pas qu'une convention collective, là. C'est le cœur de ce que vivent les enseignants, la vie au quotidien, professionnelle et pédagogique. Bien, c'est parce qu'il y a des gens extraordinaires qui m'entourent et ça, je l'apprécie beaucoup. On l'a lu dans le livre, vous êtes une femme de terrain, vous marchez les cellules syndicales. Vous êtes même venu la semaine dernière à la CEBF, là, le syndicat d'enseignement des Bois-Francs. Vous êtes une personne impliquée. Est-ce que vous dormez, Mme Scalabrini?
On est quelqu'un qui se couche tôt parce qu'on se lève très tôt. OK. Ça, 4h30, généralement, notre journée est commencée le matin. Et moi, si vous me demandez, dans mes 10 ans à la présidence, quelles ont été les 2 années les plus épouvantables pour moi, les plus difficiles, même si on était là au quotidien, même si ça nous donnait l'opportunité de parler très souvent avec le ministre de l'Éducation, avec les partenaires au ministère, c'est les périodes de pandémie où là, j'étais plus branchée sur le terrain. J'étais plus dans les syndicats locaux de 2 à 3 soirs par semaine. Je rencontrais plus mon énergie quotidienne. Ça a été très dur, cette période-là où chacun chez soi, on travaillait. Vous avez la chance de découvrir nos bureaux. Oui. Moi, le bureau, ça a toujours été un lieu très important parce que quand il arrive quelque chose dans l'actualité, quand il se passe quelque chose en éducation, d'être près des gens qui travaillent des dossiers, de me promener dans le corridor puis de rencontrer quelqu'un qui s'occupe du dossier des maternelles 4 ans, de rencontrer quelqu'un qui s'occupe de l'anglais intensif, et tout de suite d'être alimenté, de réfléchir avec eux avant de donner une entrevue, c'est important. Ça, on ne l'avait plus pendant la pandémie. Heureusement, tranquillement, on y revient. Comme dans tous les milieux, ce n'est plus du temps plein au bureau. Il y a de l'accommodement, parce que la seule profession où on ne trouve pas cet accommodement-là, présentement, c'est dans l'enseignement. Hein? Oui. On pourra s'en reparler plus tard si vous voulez. Là. Absolument. Oui, il faut être avec les élèves en classe, même si je considère qu'il pourrait y avoir des journées où on laisserait les enseignants plus libres, eux autres aussi, d'être des citoyens comme tous les autres citoyens. Mais c'est important, ça, ce contact-là avec des enseignants qui sont encore branchés sur des enseignants. Enseignant un jour, enseignant toujours. Donc, les gens qui sont ici, même s'ils sont ici depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans comme conseillers, ils ont encore des amis dans l'enseignement qui sont capables de te parler au quotidien de la réalité enseignante. Oui. Ça, c'est important pour nous. Oui. Puis je regarde là, le livre que vous avez fait, là, Revendiquer pour construire. Super intéressant. On a découvert, ma femme et moi, que ce livre-là était fait pour, dans le fond, les novices, ceux qui commençaient dans le milieu de l'éducation. D'ailleurs, vous l'avez dédicacé à une de votre nièce, si je m'en rappelle bien. Justement, c'est ce livre-là. Il est super intéressant. Et puis, je vous dis, il se lit très bien. C'est assez rapide. C'est pas des mots très compliqués. Puis, ça devait être une de vos objectifs, que ce soit lisible puis accessible. Là. Je voulais montrer comment c'est accessible. Puis comment, quand on arrive à un poste comme celui que j'occupe, c'est parce qu'on est une personne comme toutes les autres personnes. Tu sais, les gens vont dire « Ah, la madame de la télévision. » Non, c'est pas la madame de la télévision, c'est Josée. Puis oui, je l'ai dédié à ma nièce est filleule, qu'il ne le savait pas quand c'est le soir du lancement qu'elle a vu que le livre, il y avait une préface qui lui était adressée. Bien, c'est important pour moi parce que c'était de lui envoyer le message « Tu as choisi l'enseignement, ça ne sera pas facile. » Au quotidien, là, ça ne sera pas facile, l'enseignement, mais c'est tellement une belle profession que j'espère que tu vas pouvoir t'y développer et y rester en enseignement. Parce que j'ai trouvé ça difficile, mais ce qui me déprimait le plus, moi, quand j'ai commencé, puis je le dis souvent, là, puis même en fin de semaine, je parlais à des amis qui ont hâte à leur retraite, qui sont déprimés un petit peu, puis je leur disais, faites attention où vous le dites, puis comment vous le dites. Parce que moi, comme jeune enseignante, ce qui me décourageait, c'est quand je rencontrais un enseignant d'expérience, très près de la retraite, qui me disait, « Ah, pauvre petite fille, je voudrais tellement pas être à ta place, là. » Oh, ce que c'est devenu l'éducation, là, je suis bien contente de partir à ma retraite dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que je ne voudrais pas avoir à vivre ce que tu vas vivre. Bien, c'est parce qu'au moment où ils l'ont vécu, c'était neuf pour eux autres aussi, puis il y avait des nouveaux défis, mais nous autres aussi, on en a eu des nouveaux défis. Nous autres aussi, il a fallu s'adapter à de nouvelles choses. Puis moi, je ne regrette rien. Est-ce que je vais être déçue le jour où je vais partir à la retraite? Est-ce que de plus me lever à 4h30 pour faire la revue de presse, pour regarder ce qui se passe, est-ce que être interpellée pour aller contredire ce que vient de dire un ministre ou une présidente du Conseil du Trésor dans les médias quand je ne suis pas d'accord? Est-ce que je vais m'ennuyer de ça? Non. Je ne m'ennuierai pas de ça. Mais pour les jeunes enseignants, je vais toujours dire, trouvez l'angle sur lequel vous pouvez porter votre message. Trouvez votre façon de faire. Du mieux qu'on a pu, on a fait la différence au moment où on est passé. Vous autres, comme enseignants, vous êtes aussi capables de faire la différence. Et il faut leur envoyer des messages positifs. Présentement, on vit une grande pénurie. Là.
Ouais. Très grande pénurie. Là, il y a des gens qui disent, c'est de votre faute, les syndicats. Vous parlez toujours négativement de l'éducation, fait que les jeunes n'ont pas le goût de venir. Moi, je réponds non. C'est pas à cause des syndicats. Les syndicats, si on n'était pas là, ce serait encore pire. Heureusement qu'on a été là, puis qu'on a porté l'éducation à bout de bras, puis qu'on a porté le message des enseignants. Puis là, je vais vous faire un comparatif, là. Quand on vient parler des maternelles 4 ans, nous, ça fait 5 ans, lors de la campagne électorale, qu'on expliquait que dans les conditions actuelles au Québec, même si on croit à la maternelle 4 ans, je suis une enseignante qui croit aux maternelles 4 ans, mais dans les milieux défavorisés, là où un enfant de 4 ans, souvent, n'a pas eu la chance, dans son développement global, de se développer autant que dans les familles où c'est plus facile. Fait qu'à 5 ans, quand il arrive, c'est plus difficile. Fait que nous, on disait, oui, développer des maternelles 4 ans dans les milieux défavorisés, mais faites pas un mur à mur. On manque d'enseignants présentement, on manque de locaux. Allez pas dans un développement comme ça. Qu'est-ce qui vient de se passer la semaine dernière? On a un nouveau ministre de l'Éducation qui vient de dire, bien, on va ralentir notre développement. Fait que si on vient me dire que les syndicats, là, les représentants syndicaux, on ne connaît pas la réalité terrain, là, ben j'ai le goût de dire que je pense qu'on est pas mal branché sur notre monde puis qu'on savait ce qui se passait à ce moment-là. Tout comme quand est arrivé, à l'époque, si vous vous rappelez, le ministre Roberge, et qui a dit, maintenant, des récréations l'après-midi, ça va être partout au primaire. Partout. Nous, on disait, fais attention. Il y a des raisons pour lesquelles, dans certains milieux, il y avait plus de récréation l'après-midi. On compensait sur l'heure du midi où on pouvait faire bouger les élèves, on pouvait compenser sur l'avant-midi, mais c'était une question de transport scolaire, c'était une question de disponibilité pour les enseignants d'être là tôt le matin. Non, on est allé dans un mur à mur. Il y a eu énormément de problèmes dans certains milieux qui ne réussissaient pas à s'ajuster, puis il y a des enseignants qui ont quitté les milieux où ils enseignaient parce qu'ils disaient, moi, dans ma réalité de parent, parce que ça, c'est quelque chose que vous m'avez souvent entendu répéter pendant la pandémie, un enseignant, c'est un citoyen. Fait qu'un enseignant, il y a des enfants, lui aussi, il y a des réalités dans sa journée pour pouvoir faire les choses. Donc, c'était une réalité où on disait, du mur à mur au Québec, ça ne peut pas s'appliquer, mais si vous venez nous voir, nous, la FSE, qui sommes branchés sur 34 syndicats, 34 syndicats partout au Québec, des syndicats branchés sur les enseignants qui font souvent des enquêtes, des sondages, des comités pour connaître leur réalité, on va vous la donner leur juste. Je pense que pour expliquer ce qui se passe dans un milieu, on est pas mal mieux placé pour expliquer ça que des gens au Conseil du Trésor qui viennent de des firmes privées, qui sont des procureurs, des gens d'affaires, très loin de la réalité locale. Parce que si je vous amène là, c'est parce qu'on vit une petite controverse présentement. Là. Pourquoi on ne veut pas aller négocier avec le Conseil du Trésor? Parce qu'on veut rester proche du terrain. On veut rester proche de la réalité des gens qui ont confié leurs négociations à des gens qui connaissent leur réalité. Les centres de services scolaires, le ministère et les enseignants. Pas le Conseil du Trésor qui, lui, puis fait bien son travail, là. Lui, il a un objectif administratif. Chiffré, oui. Chiffré, monétaire. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner le goût à des gens de venir nous rejoindre en éducation, à des jeunes de venir en enseignement. C'est important pour nous autres, ça. Mais surtout encore, plus important, arrêter l'hémorragie présentement des enseignants qui n'ont pas 35 ans d'enseignement et qui quittent la profession. On a besoin de ces gens-là. Puis on a des solutions à proposer, puis on pense que par une négociation, ça pourrait passer par là. Mais là, je suis allée dans un chemin que vous... Non, au contraire. Non. Au contraire, c'est super intéressant parce que je me pose la question, l'écoute de la part des instances gouvernementales sur les besoins des enseignants. On en est où? Je regarde, mettons, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de... Je vais aller voir peut-être les médecins ou les pédopsychiatres ou, qui ont comme donné leur opinion sur la réalité de la COVID, ce qu'on devrait faire, nous, les enseignants, mais pourquoi on n'a pas écouté une Josie Scalabrini, disons, là? Est-ce que j'ai l'impression qu'on ne vous a pas écouté. Est-ce qu'on vous a écouté ou non? Première question. J'ai le goût de dire qu'il y a souvent beaucoup d'impressions sur tout ce qui s'est vécu pendant la pandémie.
Moi, les gens sont très critiques par rapport à un Jean-François Roberge, et j'en ai des critiques. Je vous ai parlé tantôt de sa façon de faire, quand il a décidé de plus de récréation, quand il a décidé qu'on continue, mon premier ministre veut des maternelles, 4 ans, on va aller là. Ouais. Sur son projet de loi 40, à tout prix, il fallait aller là. Mais une chose que je vais saluer de Jean-François Roberge, qui l'a fait qu'on ne vivait plus depuis des années les représentants syndicaux, c'est recréer le dialogue. OK. Et aller consulter les partenaires. Et moi, je peux vous dire que même si en bout de ligne, ces décisions pouvaient me décevoir à l'occasion, je ne peux pas dire qu'ils ne consultaient pas, contrairement à ses prédécesseurs. OK. Ils s'étaient branchés sur le milieu, ils posaient des questions. J'ai été capable de lui redire des fois qu'il n'aurait pas dû juste me consulter, il aurait dû nous écouter, là. Ah. Mais ça c'est une autre chose, là. Mais oui, puis je peux dire qu'au cœur de la pandémie, pratiquement chaque semaine, on avait une rencontre avec le ministre là, en 2-2, là, où il nous posait des questions, on lui donnait des réponses, on allait vérifier des choses. Je vais même vous dire que le soir où le premier ministre nous a piégés, a tenté de nous piéger tout le monde en annonçant que pendant 1 mois, on était sur le retour, là, le 2e Noël. Ouais, OK. On était sur le retour, puis il avait annoncé que dans la période des fêtes, on fermait les écoles pendant 1 mois. Il devançait, puis qu'il était pour aller plus loin. Et la réaction de nos membres a fait que, ça, il avait annoncé ça en point de presse sur l'heure du midi. Puis moi, là, j'ai contacté immédiatement le ministère, le cabinet, puis j'ai dit, c'est ça, cette affaire-là? Et ils ont dit, ben c'est effectivement pour pas que ça s'étende. On sait que la période des fêtes commence à être intense. Puis nous, on commençait juste à faire le rattrapage dans nos écoles de ce qu'on avait vécu au printemps. Donc, on est allé faire un sondage rapide. Direct, là, on envoyait à nos 34 syndicats un sondage disant « Diffusez le plus largement possible. Revenez-nous, on veut savoir ce que les enseignants en pensent. » Et à ce moment-là, les enseignants au Québec ont répondu « Non, on ne veut pas être un mois coupé de nos élèves. Trouvons une façon, puis c'était le primaire, surtout, qui disait là, trouvons une façon, même si c'est en virtuel, même si c'est dur, même si c'est par téléphone, on ne peut pas tout fermer pendant 1 mois. Prenons le 2 semaines qu'on aurait dû prendre, mais autour de ça, comme équipe école, on va trouver une façon de rejoindre nos élèves. Et ça, on n'avait pas vu ça souvent. Le cabinet nous a demandé nos statistiques, nous a demandé nos chiffres, et ils ont reculé là-dessus. Oh. Et ça, c'était grâce au travail des enseignants à la base qui nous ont communiqué leur désir d'être... Fait que moi, quand des gens viennent dire souvent, là, les organisations syndicales, là, ils s'en foutent des élèves. Eux autres, ils sont là pour représenter les conditions de travail des enseignants. Moi, je répète toujours que c'est parce que les conditions de travail des enseignants ont une influence directe sur la réussite des élèves. Fait qu'on ne peut pas dissocier ça comme ça, puis on ne peut pas aller passer un message comme ça. Fait que, oui, je reviens à Jean-François Roberge. Il a ramené cette possibilité-là d'être en contact avec le cabinet. On a été, des fois, pas écoutés, mais oui, on a été consultés comme partenaire. Et présentement, quand le nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dit qu'il voulait aller d'abord sur le terrain avant de prendre des décisions, je dois dire qu'on a fait partie des gens qui l'ont rencontré, on est allé le rencontrer. Et ce qui a été très particulier, c'est qu'il était au tout début, là, on a même été capable de lui expliquer c'était quoi l'aide à la classe. Ah bon, OK. OK, on partait de loin, là, mais nous, on avait été là dès les premiers balbutiements. OK, quand le ministère est arrivé à ça, on sait qu'il y a des organisations qui avaient dit il n'y en a pas question, nous, on ne travaillera pas là-dedans. Mais nous, comme CSQ, parce que la FSA est à l'intérieur de la CSQ, là. Nous, on est une fédération, mais dans une centrale. Et à notre centrale, il y a aussi du personnel de soutien qui se trouve à être l'aide à la classe. Donc, nous, comme CSQ, on a répondu présent à ce développement-là d'aide à la classe. Et au départ, il était supposé cette année d'avoir 8 projets pilotes. Et on a insisté, on disait non, ça prend plus que 8. Bien, cette année, il y a 100 projets pilotes un peu partout au Québec d'aide à la classe. Et ce que nous disent les enseignants, c'est pas parfait, là. Puis ça ne réglera pas tout. Ça va prendre d'autres choses là, pour nous aider. Mais oui, l'aide à la classe dans nos projets pilotes, là, ça fait du bien. Présentement, il faut mieux le baliser, il faut mieux le travailler, mais oui, ça a sa raison d'être, l'aide à la classe. Si tout le monde en comprend le fonctionnement et si tout le monde a des balises communes pour être capable de faire ce travail-là, ça va être aidant. Donc,
Jean-François Robert, j'avais ramené le fait de dire il faut aussi qu'on parle aux organisations syndicales quand on parle aux partenaires. Et M. Drainville, à ce jour, semble vouloir continuer dans la même lignée. Là, il y a plus une Mme Sonia Lebel qui veut moins parler elle est moins présente, avec les gens du terrain, qui ne comprend pas qu'une négociation, ça devrait se faire là où la négociation se passe avec des gens du terrain. Mais un enseignant, enseigner, c'est répéter, hein? Ouais. Bien, on va répéter pourquoi on veut aller aux tables de négociation. On va répéter pourquoi on veut représenter nos membres au bon endroit pour améliorer les conditions de travail des enseignants qui vont améliorer les conditions d'apprentissage. Puis, on va continuer notre enseignement. On travaille beaucoup sur la valorisation de la profession. Moi, je suis à ma 4e, je pense, renouvellement de convention collective qu'on va voir bientôt. C'est pas ma 5e. Puis, à chaque fois qu'on arrive dans ce moment de départ-là où ce qui se fait une négociation, bien, il y a une tentative de dévalorisation de notre profession. Pourquoi les gens viennent dévaloriser notre profession? Moi, quand je me suis impliquée syndicalement, je l'ai toujours dit, c'est parce que je voulais faire les choses autrement. Je voulais qu'on travaille autrement. Puis mon message, je l'ai toujours porté. Ce que je trouve dur présentement quand on arrive en négociation, c'est qu'on a des gestionnaires qui refusent de travailler autrement. Moi, je l'ai souvent dit, là, c'est pas juste au procureur à se parler puis à voir monétairement parlant comment on peut changer les choses. C'est aux gens du terrain qui peuvent se dire, proches du terrain, qui peuvent se dire comment les choses fonctionnent. Puis après ça, les procureurs nous aideront bien à formuler ça. Fait que oui, quand on tombe en temps de négociation, pour le citoyen, à la base, là, c'est lourd. Ces gars sont encore en train de se chicaner. C'est-tu niaiseux, ces affaires-là? Puis, et moi, je trouve ça déplorable à chaque fois. Mais si on veut vraiment parler de la valorisation de la profession enseignante, parce que maintenant, dans toutes les entrevues partout, vous voyez, tous les partenaires de l'éducation vont souvent parler de valorisation. Mais moi, je tiens à nous ramener il y a 15 ans. Mm-hmm. Ça vient d'où le terme valorisation de la profession enseignante, que maintenant plusieurs catégories d'emploi utilisent, là? Je vais lever mon chapeau à une Manon Bernard. Okay. Manon Bernard, c'est la présidente avant moi, qui est arrivée présidente en même temps que j'arrivais vice-présidente. Et nous, on avait décidé d'aller vérifier auprès des enseignants qu'est-ce qui faisait qu'ils ne se sentaient pas valorisés. Parce que vous savez que chaque fois qu'il se fait des sondages, là, l'enseignant au Québec, semblerait, selon les sondages des citoyens, l'enseignant fait partie du top 10 des professions les plus appréciées. Mais l'enseignant, lui, fait longtemps qu'il ne se sent pas apprécié. Puis c'est pas pour rien qu'on a 20 % de nos jeunes enseignants qui quittent, puis qu'on a plein d'enseignants qui partent avant les 35 ans. Et on a fait un sondage auprès de l'ensemble des enseignants, puis qui s'est terminé à ce moment-là par un grand colloque où on approfondissait ce qu'on avait fait. Et ce que les enseignants nous ont dit, c'est on est tanné de ne pas faire partie de la solution. On est tanné que les décisions se prennent en haut, mais que nous, on ne nous consulte jamais. On est devenus, comme enseignants, là, des exécutants. On n'est pas ceux à qui on demande leur avis avant de changer des choses en éducation. Quand il arrive un nouveau programme, quand il arrive un changement à la loi, ça nous arrive toujours d'en haut. Des gens qui ont eu une bonne idée, puis là, on va demander à des conseillers pédagogiques de venir nous donner des formations sur différentes... Mais nous, là, on a perdu l'espace de reconnaissance. Et de là est né Prof Ma Fierté. Mm-hmm. La FSA a créé cette campagne-là, Prof Ma Fierté, parce que les enseignants nous disaient, vous êtes nos représentants syndicaux, mais malheureusement, chaque fois qu'on vous voit un peu partout, c'est pour chialer, c'est pour critiquer. Mais nous, on aurait besoin de mieux faire connaître ce qui se fait de beau dans nos écoles. Et là, la campagne Prof Ma Fierté est née. On s'est mis à faire des vidéos. On s'est mis à demander à des gens connus de venir faire des témoignages d'enseignants qu'ils avaient rencontrés dans leur vie, qui avaient changé. Là, on a demandé à des élèves de nous parler de leurs enseignants. On a demandé à des enseignants de nous parler de des confrères et consoeurs en enseignement qui les inspiraient. Et est arrivé dans notre vie un humoriste qui nous a dit « Moi, j'aurais le goût de travailler avec vous là-dedans parce que ma conjointe est une enseignante du primaire, puis moi, c'est au quotidien que je la vis, la réalité enseignante.
oui, je serais prête à devenir votre porte-parole. Donc, Pierre Hébert est embarqué avec nous là-dedans. Fait que depuis 15 ans, là, au Québec, on parle de valorisation de la profession. Est-ce qu'on a réussi? On n'a pas tout réussi, là. Il y a encore un grand bout de chemin à faire. Mais ce qu'on a fait à ce jour, pour moi, c'est important, c'est intéressant. Juste d'avoir mis dans la bouche des partenaires de l'éducation le fait que c'est important de valoriser la profession. C'est un gain, là. En négociation. Arrêtez de dévaloriser. Arrêtez de nous dire qu'à cause de la pénurie, on ne peut pas chercher des solutions pour améliorer la profession parce que de toute façon, toutes les solutions qu'on va trouver vont nous demander d'avoir plus d'enseignants, puis on n'a pas d'enseignants. Moi, je réponds, hey, wow, un instant, là. On est dans des 4 000, dans des 6 000 personnes non légalement qualifiées dans l'enseignement présentement. C'est pas le 200-300 de plus qui vont s'ajouter si on les encadre correctement, si on libère des gens d'expérience pour aider ces gens-là qui vont nous nuire plus qu'on est là. Il ne faut pas avoir une vision court terme. Il faut avoir une vision long terme. Donc, trouvons-en des solutions, même des solutions qui vont ajouter des enseignants pour travailler la composition de la classe, exemple. Là. On a besoin de travailler sur la composition de la classe. Là. Bien, si notre façon d'y travailler nous demande d'ajouter des enseignants, mais si on fait du tutorat, s'il y a des gens d'expérience qui viennent encadrer ces gens-là, si on donne le goût à ces personnes non légalement qualifiées d'aller suivre leur formation et de devenir des enseignants, bien, ce sera positif pour tout le monde. Et c'est ça que j'appelle une vision long terme. Arrêtons de penser aux prochaines élections. Arrêtons d'avoir une vision court terme et pensons construire. Plus loin. Revendiquer pour construire. C'est ça. Ça se lit bien. Puis maintenant, là, avec ce qu'on a fait là, dans les avances syndicales qui ont été faites, les revendications, il y a plusieurs enseignants qui sortent. Là, on voit ça sur TikTok. J'ai un de mes amis, Sylvain Duclos, qui est là, qui est sur TikTok, qui parle de la valorisation aussi, puis qui a beaucoup, beaucoup de followers. Là. Et moi, j'aimerais savoir... vous me donnez des pistes de chemin qui restent à faire? Ben, moi, j'ai le goût de dire que si tous les enseignants se mettent à travailler ensemble, on va être capable de changer des choses. Oh boy. Okay. Et ça, c'est pas évident. Parce que au niveau des conditions de travail, on peut souvent avoir une même vision. Au niveau de la vie professionnelle et pédagogique, les enseignants peuvent penser différemment. Mais moi, quelle que soit la philosophie d'enseignement de l'enseignant, si on est capable de valoriser ce qu'il fait et le pousser dans la formation continue qu'il choisit, son insertion professionnelle qu'il choisit, ses méthodes pédagogiques qu'il choisit, s'il est heureux dans sa tâche d'enseignant, ses élèves vont être heureux dans sa classe. Et ça, il faut qu'on travaille toute cette dimension-là ensemble. Et malheureusement, j'ai beaucoup vanté la FSA depuis tantôt, mais là, je vais dire qu'on a eu un petit échec, la FSA, à travers les années, c'est qu'on n'a pas réussi assez à faire connaître aux enseignants à la base tout ce qu'on faisait aussi pédagogiquement parlant. Tu sais, pour des gens, quand tu leur parles de syndicats, de leur syndicat local, de leur fédération, ils ont en tête relations de travail. Oui. Puis moi, je sais tout ce que l'on fait au niveau de la vie professionnelle et pédagogique, l'influence qu'on est capable d'avoir dans les programmes quand il se construit un programme, l'influence qu'on a dans une loi quand on veut modifier la loi. Je vais juste vous ramener au projet de loi 40 là, qui était supposé qu'il venait juste abolir les commissions scolaires. Mais entre vous et moi, qui était beaucoup plus large que ça, puis qui venait jouer dans nos vies. Bien, si on n'avait pas été bien outillés, puis si on n'avait pas travaillé très fort avec les différents partis politiques, on se serait fait rentrer dans la gorge des structures beaucoup plus incisives dans la vie de la profession enseignante. Parce qu'on a été au premier plan des commissions parlementaires, parce qu'on a influencé les députés de l'opposition, parce qu'on a réussi à influencer un Jean-François Robert, je pourrais dire, regarde, tout le monde pense que les enseignants ne veulent pas de formation continue. C'est faux. Les sondages qu'on a faits prouvent qu'ils veulent de la formation. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est se faire imposer des formations qui ne leur apportent rien. C'est quand un directeur d'école est tombé en amour avec un gourou en quelque part qui veut donner telle formation, puis que là, il revient et il dit tout le monde, on va suivre cette formation-là. Les enseignants n'en veulent pas de ces formations-là. Les enseignants disent, je vais me former, mais
je vais me former dans mes besoins. Moi, si c'est de la gestion de classe que j'ai besoin, je vais aller là. Si c'est mon nouveau programme que je veux me former, je vais aller dans mon nouveau programme. Si c'est une méthode pédagogique que j'ai vu passer, puis j'ai le goût de lire là-dessus, puis c'est ça que je veux. Donc, le travail qu'a fait la FSE pour baliser ce qui s'en venait dans la formation continue, ça, c'était extraordinaire. Parce que Jean-François Robert, je l'avais compris, et c'est comme ça qu'il l'a écrit. 30 heures de formation continue sur 2 ans, c'est ça qu'il veut imposer. Malheureusement, il y a des dirigeants qui n'étaient pas contents de tout ça. Il y a des centres de services scolaires qui ont eu l'impression qu'il n'y avait plus de pouvoir, ces enseignants, puis qu'il n'y avait plus de pouvoir sur ce qu'ils pourraient donner comme formation. Puis là, il y a une bataille juridique. Mais moi, j'ai le goût de vous répondre. C'était clair. Puis la loi prime sur une convention collective ou sur... Donc, c'est pas vrai qu'une direction d'école peut assigner n'importe qui aux formations qu'il souhaite quand il le souhaite. Est-ce que l'enseignant considère que ça vient lui apporter quelque chose? Oui, il va le faire, le 30 heures sur 2 ans, comme dans plein de professions. Mais il va aller chercher une formation qui répond à ses besoins. Mais je reviens à votre question de départ. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, il nous reste à faire connaître notre travail dans tout ce champ-là de vie professionnelle et pédagogique auprès des enseignants qui, lorsqu'ils vont réaliser l'influence qu'on peut avoir comme organisation et qu'eux peuvent avoir sur leur syndicat pour nous transmettre leur désir de voir aller l'éducation, je pense qu'on sera tous gagnants là-dedans. Fait que quand un parti politique va s'ennuyer là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire aux 4, 5 ans ou 6 ans, puis qu'il va nous dire « C'est pas un ordre professionnel que ça prendrait pour valoriser la profession enseignante? » Bien, on va être capable de dire « Bien, ce serait le fun que vous alliez voir qu'est-ce qu'il y a dans la loi de l'instruction publique. » Puis la loi de l'instruction publique, là, elle met beaucoup plus de balises qu'un ordre professionnel. Parce qu'un ordre professionnel, là, il a été expliqué il y a plusieurs années par les ordres professionnels comme tels qu'un ordre professionnel, c'est là pour protéger le public. C'est pas là pour valoriser la profession. C'est là pour protéger le public. Donc, si tu vas voir la loi d'instruction publique, là, tu réalises qu'il y a pas mal plus de balises là-dedans que bien des ordres professionnels ou des structures de déontologie qui existent dans certaines professions. Mais ça, le faire connaître ce qui existe déjà, puis à quel niveau on est structuré, je pense que c'est important. Et c'est pour ça que dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, la FSE doit absolument mieux faire connaître ce qu'elle est au niveau pédagogique et professionnel et toute l'influence qu'elle est capable d'avoir auprès du ministère et des différents cabinets du gouvernement quand vient le temps de parler d'éducation. On peut-tu aller plus loin là-dedans, dans ce volet-là pédagogique? Aller plus loin dans... Ben, dans ce que vous pouvez nous préparer, ce que vous pouvez nous parler, là, voir ce que le syndicat, où est-ce que le syndicat peut nous amener? Tout ce qui est développement professionnel, le syndicat est capable d'y travailler, puis est capable de s'appuyer sur ses membres pour le faire. OK. Par des enquêtes, par des sondages, par des focus groups. Nous sommes capables directement de produire des mémoires, de passer des messages et de parler au nom des enseignants parce qu'on est branché sur nos 34 syndicats. Oui. Moi, ça me fait toujours rire parce que quand je suis arrivée à la FSE, tu avais un sous-ministre adjoint qui me disait souvent nous autres, quand on veut faire savoir de quoi, là, on passe par vous autres parce que le message se rend toujours plus vite que quand on passe par les commissions scolaires. Là. Ah, OK. Vous êtes tellement branchés sur votre monde là, que quand on veut qu'une nouvelle se sache, c'est par vous autres qu'on passe. Quand même. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Fait que cette influence-là qu'on a pour faire connaître les choses qui arrivent du ministère, bien, on l'a aussi pour faire remonter les choses qui doivent aller au ministère. Maternelle 4 ans, là, maternelle en général, là, pour le programme de 4 ans et de 5 ans, il y a des gens du ministère qui ont appelé ici parce que on a quelqu'un de très, très fort qui connaissait très bien les programmes. Ici, une conseillère qui travaillait depuis longtemps, puis on voulait son expertise à elle et on a travaillé avec elle. Tout ce qui se vit au niveau des Autochtones, présentement, là, on a une conseillère à la base qui, même, elle avait un conjoint qui venait de ce milieu-là, fait qu'elle, elle a été très imprégnée de ça, elle connaît cette réalité-là. Elle siège sur un comité autochtone au gouvernement parce qu'on appréciait son expertise.
La pénurie, on a des conseillers ici, présentement, qui sont sur des comités au ministère parce qu'on veut savoir leur avis à eux pour avancer des idées là-dessus. Fait que oui, on est capable de travailler, mais il faut mieux le faire savoir à nos enseignants pour qu'ils nous passent les bons messages. Oui. Il faut que les syndicats se branchent sur leurs enseignants. Quand on fait appel à des enseignants pour faire un focus group, pour savoir comment on voit venir un cours qui ne sera plus éthique et culture religieuse, mais qui va être citoyenneté québécoise, bien, on est allé voir notre monde. On s'est branché sur notre monde, puis on a été capable de dire que ça ne va pas bien présentement, puis qu'il manque de formation, il manque de matériel, qu'il faut prendre le temps de faire les choses correctement parce que les projets pilotes qui sont là présentement sont venus nous montrer que des stratégies d'apprentissage ne sont pas prêtes. Eux autres, ils pensaient que parce qu'ils faisaient partie du projet pilote, qu'ils iraient mettre en application des stratégies d'apprentissage sont arrivées, puis ils ont tout à construire, c'est pas fait. Fait que quand on a un nouveau ministre de l'Éducation qui vient de me dire que oui, il faut qu'on avance, puis qu'il y a des échéanciers là-dessus, puis il faut qu'on aille là, nous autres, on a les gens qui sont dans les projets pilotes sur le terrain qui viennent nous dire non, on n'est pas prêt. Oh. Donc, si ce n'est que pour votre image du gouvernement qui respecte les délais que c'est donné, moi, je dis toujours, une promesse électorale peut moins faire avancer l'éducation que le pouls du terrain qui nous dit comment avancer dans différents dossiers en éducation. Joute sur 4 ans, qui est maintenant rendu une joute sur 3 ans là, pour le renouvellement de la convention collective. Pourquoi réduire ça à 3 ans? La loi dit qu'une convention collective se négocie aux 3 ans. Okay. La loi là, 37, la loi nous amène à une négociation sur 3 ans. À travers les 25-30 dernières années, on s'était entendu aux tables de négociation pour que ce soit des conventions sur 5 ans. Donc, la dernière fois, le gouvernement Legault a voulu aller très vite et dire on y va sur 3 ans, mais ils s'en sont mordus les doigts, eux autres aussi, là, parce que tout comme nous, on disait que ça reviendrait très vite au bout de 3 ans, là, on a commencé nos consultations et les amorces pour la prochaine négociation, on n'avait pas signé la dernière. Fait que eux aussi, présentement, ont trouvé que ça allait très vite. Là, dans ce qui va se négocier, est-ce qu'on va respecter la loi puis y aller sur un 3 ans ou on va y aller sur un 5 ans? Le gouvernement nous dit on va y aller sur un 5 ans. Nous, on répond ça va dépendre de ce que vous mettez dedans. Ah. Si ce que vous nous apportez peut améliorer les conditions de travail de notre monde, je pense que notre monde va être prêt à y aller sur 5 ans. Mais si on n'a rien dans les prochaines négociations, est-ce qu'on va vouloir vivre 5 ans avec ça, ou on va dire, non, dans 3 ans, on va s'en reparler. Si la situation économique du Québec a changé, si ce qu'on a mis comme condition dans nos classes, le temps pour les enseignants, la composition de la classe, c'est... Mais c'est pas ça que ça presse, qu'on s'en aille négocier, là. Puis qu'on n'aime pas ça, la grand-messe qui nous est proposée, puis la perte de temps qu'on fait présentement, parce que les problèmes en éducation, on les connaît. Fait qu'on serait prêt à négocier présentement, mais on a un gouvernement qui n'est pas encore prêt à négocier. Le problème est criant. On vit beaucoup de difficultés, là, Mme Scalabrini, avec ce qui se passe après pandémie. On peut dire qu'on est après pandémie, post-pandémie. La demande, les élèves qui ont vécu de l'angoisse, pour le vivre même dans mon école, des situations extrêmement difficiles de la part des élèves. Il y a un besoin criant. On en est où, côté syndical, là-dedans? Où est-ce qu'on se positionne, disons? Vous me parlez de post-pandémie. Moi, je vais vous ramener à ce que nous disent les grands scientifiques, c'est les pandémies, il va falloir s'y habituer parce que il va en avoir c'est d'autres. Là pour rester, là, qu'on nous dit. Là. Mais au-delà de ça, ce que vous me décrivez à demi-mot, je pense que ça touche un petit peu la violence dans nos écoles. Pas rien que les besoins par rapport à l'anxiété, c'est aussi la violence dans nos écoles. Ben moi, j'ai le goût de dire que cette violence-là, on la voyait venir. Là. Ce n'est pas que la pandémie qui nous a amenés là. Okay. La violence, là, il y a 7-8 ans, on la dénonçait, qu'il y avait une banalisation de la violence dans nos écoles, puis que ça augmentait. Je me rappelle avoir fait des entrevues là-dessus il y a 7-8 ans, moi, là, que c'était pas normal qu'un enseignant qui voulait aller déclarer un incident, tu sais, parce que dans nos écoles, il y a un petit cahier de la CSST qu'on doit déclarer des incidents. Oui. Les directeurs d'école disaient, bien, c'est pas important de déclarer ça parce que, de toute façon, on n'aura pas plus de services. Mais ce qui était pire que ça, c'est que
plusieurs enseignants se faisaient répondre, voyons donc, c'est pas un petit de 6 ans qui va faire peur à un adulte comme toi, là. On vivait ça, déjà, il y a 5-6 ans. Avec les compositions de la classe telles qu'on les a, c'est-à-dire de moins en moins de temps pour l'enseignant de s'occuper de son groupe classe, l'enseignant avait de moins en moins d'espace pour voir la rage qui montait chez un enfant, le comportement qu'on aurait pu traiter en amont, là, avant que ça éclate, là, je n'ai plus l'espace. Parce que quand j'ai dans ma classe là, de 24 élèves, 12 élèves qui ont des plans d'intervention, là, je fais plus de paperasse pour le suivi des plans d'intervention que j'ai de temps pour m'occuper de mes élèves. Là. Fait que toutes ces dimensions-là, incluant la violence chez certains qui grandissaient, étaient là. Cette violence-là, il y a aussi tout ce qui se vit à la maison, souvent. Hein? Ce qui se passe à l'école, c'est le reflet de ce qui se passe à la maison. Moi, je dis toujours, une école, c'est une petite société. Hein? Tu as les mêmes comportements, tu as les mêmes choses. Mais là où on en est, les organisations syndicales, là, parce que c'était ça votre question de départ, pour nous, c'est l'école tolérance zéro. Il faut qu'à des endroits comme une école, donc un lieu d'éducation, on commence à dire tolérance. Je sais qu'il y en a ailleurs de la violence. Il y en a dans les familles, il y en a dans les sports, on le voit. Mais si on a tous un même discours, qu'à l'école, là, c'est tolérance zéro, la violence, moi, je pense qu'on va être capable d'avancer. Si c'est pas par l'école qu'on commence à changer des choses dans la société, ça va être par où? Bonne question. Oui, notre position avec la CSQ, nous, c'est à l'école, tolérance zéro. Puis des réponses de toute façon, c'est pas un tout petit comme ça qui va te faire peur à toi, là. On n'en veut plus de réponses comme ça. On veut être capable de travailler ensemble à bannir cette violence-là de nos milieux. C'est pas fait, là. Non. Ce qu'on t'a construit pendant 25 ans, là, tu le régleras pas en 6 mois ou en 2 ans. Non. C'est sur les années à venir. Mais si on a un même discours, si on a une même vision de ça, moi, je pense qu'il y a des solutions là-dessus si on travaille ensemble. Tu sais, j'écoute tout le travail qu'il y a à faire. Vous êtes vraiment consciente du travail qu'il y a à faire, Mme Scalabrini, là. Mais moi, je laisse savoir, dans le fond, si demain, là, vous avez l'occasion de retourner enseigner, le feriez-vous? Avec les conditions là, qu'on vit présentement. Dans les conditions que l'on a actuellement, depuis le nombre d'années que je n'ai pas été en relation directe avec l'élève, j'aurais besoin de mise à jour. Là. Oh oui. C'est évident. Oh oui. Mais si vous me demandez, Josée, tu es une jeune aujourd'hui de 19-20 ans. Sachant ce que tu sais, est-ce que tu retournes en éducation? Je vous réponds oui. Ah oui, OK. Oui, parce que je vous ai dit tantôt, mon livre, il était pour ma nièce. Mais j'espère que j'ai d'autres neveux et nièces qui sont en train de grandir, qui auront peut-être le goût d'aller là. Parce que je vous ai dit que socialement, pour moi, c'est dans les écoles qu'on peut changer les choses. C'est difficile, là. C'est très difficile. Puis je comprends ceux qui disent, moi, plus jamais, je le respecte. Mais si on m'outillait pour, si j'avais ma formation et que vous me demandez comme jeune, est-ce que tu retournerais à l'enseignement demain matin? Il y a souvent des gens qui me disent, Josée, entre l'enseignante et la représentante syndicale, c'est qu'est-ce que tu préfères? Je dis, vous ne pouvez pas me demander ça, ça ne se compare pas. OK. Ça ne se compare pas. Être enseignante au quotidien avec mes élèves, c'était une dynamique que j'adorais. Ce que je retrouve, par contre, dans mon rôle de représentante syndicale, dans une assemblée générale, c'est d'être capable de faire un pitch comme je faisais en classe quand on enseigne. C'est ma relation dans du 1-1, quand je vais demander à tel élève de faire telle chose, tel élève de faire telle chose. Bien, quand je parle avec tel enseignant, c'est ça qui vient m'alimenter pour poursuivre dans ce que je fais. Fait que cette dimension-là se ressemble. Mais j'aurais pas pu choisir entre un ou l'autre. Je l'ai toujours dit, puis vous l'avez vu dans mon livre, c'est par accident hein, que j'arrive à une étape ou l'autre. C'est quand on a une grande boîte comme moi, là, bien, malheureusement, des fois, on s'avance trop. Puis là, une fois que tu es avancé, bien là, ils disent « Josée, vas-y donc. » Puis là, José, il va. Ce qui fait qu'on se retrouve là. Mais j'espère qu'il va y en avoir d'autres jeunes et plus fous que moi qui vont prendre la relève et qui vont continuer à croire en l'éducation comme moi, j'y ai toujours cru. Il y a une pérennité dans le mouvement syndical pour l'implication? Je faisais remarquer à une amie dernièrement qui me disait « Ah, la vie syndicale, c'est plus ce que c'était. Mon Dieu, que c'est dur. » Puis moi, je me replongeais il y a 40 ans, 45 ans, quand j'écoutais ma mère parler et dire « Ah, la vie syndicale. T'es pas capable de faire suivre le monde. Il n'y a pas de... »
Ça revient un peu à ce que je vous disais de l'enseignante tantôt. Là. Tu sais, l'enseignant qui dit, moi, j'ai fait mon temps, il faut que je passe à autre chose. Bien, tu as des syndiqués qui disent, j'ai fait mon temps, il faut que je passe à autre chose. Mais c'était dur aussi, il y a 20 ans, il y a 15 ans, à être représentant syndicaux. C'est pas là que tu es valorisé. Là. J'ai le goût de dire que c'est rare qu'on peut célébrer une victoire dans le monde syndical. Là, parce que chaque fois que tu fais un bon coup, puis tu sais que tu viens de faire un bon coup, là, c'est parce que tu as peut-être 50 des gens qui ne sont pas d'accord, qui sont déçus. Là. Fait que là, tu reprends ton petit bâton de pèlerin, puis là, tu te relances sur d'autres choses parce qu'il y a tellement de besoins. Puis est-ce que je regrette mon implication? Jamais. Si j'avais retourné enseignante, est-ce que je retournerais? Oui. Si j'avais retourné représentante syndicale? Oui. Mais je suis consciente que ça va être une roue qui va continuellement tourner. Puis ceux qui me disent, oui, mais ça ne change pas, c'est toujours à recommencer. Ben oui. Mais la société est toujours à recommencer. Des nouveaux parents, t'en as toujours. Des enfants qui viennent au monde, t'en as toujours. Puis des gens qui vont nous quitter un jour ou l'autre de par le destin que l'on a, qu'on appelle souvent la mort. Hein? Il va toujours en avoir. Exact. Tout est à recommencer. Mais même la représentation syndicale, parce que ce pouvoir de force que tu as quand tu veux changer des choses va toujours être là entre les gens qui sont au gouvernement et les gens qui sont les représentants syndicaux. Parce que la société change, la société évolue, mais ça n'en prendra toujours de ce rapport de force-là pour s'assurer qu'on ne laisse pas un gouvernement aller tout seul, puis pour s'assurer qu'on ne laisse pas des syndicats aller tout seuls. Le principe d'harmonie, là. C'est ce que j'espère qui va changer. C'est la façon de faire. Est-ce qu'on est obligé tout le temps de se dire des bêtises puis de se chicaner sur la place publique? Ou est-ce qu'on est capable, par des logiques, de prendre connaissance des problématiques puis de chercher ensemble des solutions? Ça, je le souhaite, je l'espère, mais c'est des plus jeunes et des plus fous que moi qui auront la chance de le découvrir. Un peu comme de parler de la fierté. Là, on met un pas de l'avant en parlant justement de ce que vous avez dit là, sur le dialogue au lieu d'aller avec la chicane. J'espère que ce soit comme ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants aussi qui ont cet espoir-là. Ce que nos jeunes semblent vouloir nous envoyer comme message, on le découvre. Tu sais, moi, ceux qui disent là, que les jeunes sont décrochés aujourd'hui, non. Non. Ceux qui sont le plus décrochés vont en parler plus fort. Ça, c'est comme quand tu es dans une classe, tu as 32 élèves. Tu en as 30 qui sont extraordinaires, puis tu en as 2 qui t'en font arracher. Lesquels tu retiens? Les 2. Les 2 qui t'en font arracher, puis qui, au quotidien, te nuisent. Donc, moi, je dis, des jeunes, là, il y a de beaux jeunes présentement qui vont prendre les choses différemment de nous autres, qui sont d'une autre génération, qui ont été élevés dans une autre culture. Mais on a des jeunes qui vont vouloir faire avancer les choses. Puis, j'y crois. Puis ces jeunes-là, souvent, ils n'en ont rien à foutre des chicanes que leurs parents ont eues avec d'autres mondes. Eux autres vont amorcer les choses différemment, puis ça, pour moi, ça peut être positif. Puis est-ce qu'un jour, on reviendra à des grands conflits de Peut-être. Une roue qui tourne. Mais présentement, je pense qu'on est dans un ère où on devrait beaucoup plus travailler ensemble à construire des choses, et je n'aime vraiment pas le discours de François Legault, qui, souvent, quand il prend la parole, quand il est dans les médias, va dénigrer le mouvement syndical. Il y aurait beaucoup plus d'avantages à travailler avec le mouvement syndical, parce que c'est pas vrai que les syndicats veulent toujours juste détruire. Les syndicats cherchent aussi à construire des choses. Et si se parler, plutôt que d'aller dans les médias, se crinquer les uns les autres, pour moi, ce serait beaucoup plus constructif. Fait qu'il je vois qu'il y a un travail de votre côté. Il y a un travail à faire aussi avec le gouvernement, avec tout ce qu'on a vécu là, au niveau des renouvellements de conventions collectives, des gains. Est-ce qu'on peut percevoir encore des gains ou là, on s'en va vers ça va être de plus en plus difficile, les prochaines négociations? On n'a pas le choix. On a une obligation de résultat. Oui. Nos écoles se vident d'enseignants. Là, on va venir me dire, non, mais c'est partout qu'il y a un problème de main-d'œuvre. Là. Dans nos écoles, là, il y a toujours eu des enseignants. Là, c'est une nouveauté qui se vit. Là. Des jeunes qui n'ont pas le goût d'aller en enseignement, puis des gens qui sont loin de leurs 35 ans qui décident de quitter. Il faut redonner le goût aux enseignants de rester en éducation,
aux jeunes de venir en éducation. Et ça, ce n'est que par les conditions de travail qu'on va le faire. Puis moi, je vous dis, l'élément le plus important, présentement, là, c'est la composition de la classe. Il y a un grand forum citoyen qui se passe présentement. Oui, parlons d'éducation. Des citoyens. Le gouvernement n'a pas fait ce qu'il devait faire, parce que nous, ça fait longtemps qu'on dit que le gouvernement, s'il ne veut pas appeler ça des États généraux, qu'on n'appelle pas ça des États généraux, mais qu'on aurait dû s'asseoir tout le monde ensemble et repenser l'éducation. L'école à 3 niveaux, comme on l'a présentement, là, on l'a essayé, on voulait l'essayer, on a vu ce que ça a donné. C'est un échec pour la société. Donc, on est-tu capable de repenser l'éducation ensemble? Ça a pris un mouvement citoyen pour le faire parce que le gouvernement ne le faisait pas. J'ai dit tantôt, hein, un gouvernement, ça pense prochaines élections. On a dit que les conventions collectives, c'est aux 3 ou 5 ans. Les élections, c'est aux 4 ans. Mm-hmm. Ça revient souvent. Fait que les autres, ce qu'ils veulent, c'est des éléments qui vont flasher, excusez le terme, c'est pas beau, mais qui vont impressionner en pensant à leurs prochaines élections. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est rendu à une étape où il faut repenser l'éducation. On était pour l'intégration des élèves en difficulté. On l'a fait. Le gouvernement avait promis qu'il amènerait de l'appui. Il ne l'a pas amené. Le soutien à la vie professionnelle n'a pas suivi. Ça ne marche pas. Beaucoup de parents voulaient plus pour leur enfant, souhaitaient des projets particuliers sélectifs. Je les comprends. On a accepté d'y aller. Mais on a vu qu'en sortant nos meilleurs éléments de nos classes, on est venu rendre encore plus difficile nos classes dites régulières, qui n'ont plus rien de régulière. Là. On est rendu au niveau où il faut repenser nos classes. Si le gouvernement veut continuer à financer le privé, si le gouvernement veut continuer à avoir des projets particuliers sélectifs, si le gouvernement veut continuer l'intégration sauvage comme il l'a fait dans les dernières années, il faut penser composition de la classe parce que le soutien, il nous a prouvé qu'il n'est pas capable de le donner, qu'il n'est pas capable de l'amener. Donc, qui donne l'espace à des enseignants d'être capables d'enseigner dans leur classe? Parce que qu'est-ce qui manque aux enseignants au Québec? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire quand on lui dit ce qu'ils trouvent dur? C'est « je suis plus capable d'enseigner ». Je suis allée en enseignement parce que je voulais enseigner, puis je suis plus capable d'enseigner. Donc, redonnons ce pouvoir-là aux enseignants. Ma conjointe est partie de ce... Elle a abandonné l'enseignement. Elle est toujours dans le milieu de l'éducation. Puis c'était un des points qu'elle me disait, ça. Vous l'avez très bien résumé, hein, Karine? Mais l'émotion me pogne. On est des passionnés, les gens d'enseignement. On ne serait pas capable de faire ce qu'on fait si on n'était pas des passionnés. Fait que c'est normal que l'émotion vienne. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez dit dans votre livre, c'était « Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin ». C'est un proverbe africain. Moi, je pensais pas que je m'en allais là. C'est correct, on va prendre notre temps. J'ai espoir parce que j'adore ma profession. J'ai espoir qu'on va aller... qu'on se mette à aimer notre travail. J'ai espoir qu'on soit... que mon emploi soit un emploi de rêve, c'est-à-dire qu'on soit reconnu, écouté, vu et entendu. C'est mon acronyme. Puis j'ai espoir que les enseignants entrent à la maison puis qu'ils soient heureux. On va couper ça au montage. C'était bien difficile les dernières années avec ma conjointe qui arrivait puis que des retours au travail, puis j'avais l'écoute active, tout ça. Maintenant, elle est heureuse, là, c'est le bonheur. Là. Mais je pense beaucoup aux autres enseignants qui vivent la même difficulté que ma femme. Puis on est sérieusement dû pour se faire valoriser, justement. On est là-dedans. On est déjà rendu, on va mettre l'émotion de côté, on est déjà rendu dans la dernière portion du balado, Mme Scalabrini. Mais moi, avant qu'on passe à autre chose, je vais vous dire, vaudrait peut-être pas couper. Non. Parce que j'ai entendu un enseignant passionné dire ce qu'il a vécu et sa conjointe a eu la chance d'être capable de parler de sa réalité quotidienne avec un autre enseignant. Combien d'enseignants n'ont pas cette chance-là d'avoir quelqu'un qui peut comprendre? Tu sais, on a beau avoir tout le monde qui va nous dire qu'ils savent ce que ça prend pour l'école au Québec parce qu'ils sont tous déjà allés à l'école. Mais comment les choses devraient se passer à l'école, puis comment on aurait besoin de valoriser un enseignant, ça, il y a très peu de gens
qui le savent, sauf s'ils l'ont vécu eux-mêmes. Fait que je suis pas d'accord que parce qu'il y a des émotions, on coupe. Les émotions, c'est important, même dans notre travail. Puis moi, je pense à tous les enseignants qui nous écouteront peut-être, puis qu'ils sont rentrés très émotifs aussi chez eux, là, à cause de la journée qu'ils avaient vécue. Ouais. Et il y a trop de monde qui en prennent conscience, si ce n'est que je connais la réalité enseignante ou que je vis avec quelqu'un qui est en enseignement. Mais je vais vous laisser aller dans la dernière portion du balado. Merci de prendre ce temps-là. Première des choses, ça m'a fait... j'étais très agréablement surpris, très heureux. Mon ami Étienne qui est arrivé et a dit oui, il y a cette écoute-là, on aimerait ça aller plus loin puis faire voyager le cancre avec Mme Scalabrini, Josée. J'ai mis une petite question en rafale. Vous y allez comme vous voulez. Si vous avez l'occasion, vous voulez aller plus loin, vous le dites. Si ça peut être concis aussi, j'ai une planche de surf puis je vous suis dans votre vague. Pour Josée Scalabrini, l'éducation, c'est? Le cœur de ma vie. Y a-t-il une personne qui a un impact dans votre vie? Puis dites-moi pourquoi. Les enseignants du Québec influencent ma vie au quotidien. Maintenant, j'aimerais savoir, dans votre passé scolaire, est-ce qu'on vous a déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève mauvais ou un mauvais élève ou un élève paresseux, ou encore un aigle, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente? Si vous avez lu mon livre, vous avez vu que pour moi, c'était pas facile, l'école. Ouais. Mais comme j'étais quelqu'un de persistant, travaillant, j'y suis arrivée et ça m'a toujours permis de porter un regard différent sur l'élève qui avait de la difficulté devant moi. Et ça me permettait de dire, c'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, c'est parce qu'il y a une difficulté. Elle est où, la difficulté? Donc, ce que j'ai vécu comme élève m'a beaucoup apporté comme enseignante. Merci beaucoup, Mme Josée, pour ce bijou-là qu'on a lu rapidement à la bibliothèque. Puis, au plaisir de se recroiser dans nos rencontres syndicales. Ce sera toujours un plaisir de vous croiser. Merci à toutes les deux. Merci.